Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon matin aux gens de Québec, bonne fin d'après-midi, les personnes de France et d'Europe. Je me présente, mon nom c'est Camester et je vous souhaite la bienvenue pour ce panel. Les adoptés se rencontrent, les adoptés francophones se rencontrent et je souhaite à tous et à toutes de souhaiter un bon mois des adoptés à tous et à toutes. Puis aujourd'hui, on fait ce panel pour vraiment discuter de l'enjeu de l'adoption internationale, de toutes les adoptions, avec quatre personnes fortement inspirantes, notamment Amandine Gay, Andréane Côté, Fanny Lefebvre et puis Kimura Biol. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et puis, on est vraiment là pour l'agenda de parler d'adoption. Qu'est-ce que ça comprend? Pourquoi c'est important ce mois? Et qu'est-ce que ça implique l'adoption dans une dimension politique? J'aimerais savoir, pour commencer à chacun d'entre vous, notamment, qu'est-ce que ça représente pour vous le mois des adoptés, en fait? Si on peut commencer par toi, Kimura. Alors pour moi, c'est un mois qui est bizarre parce que en Corée du Sud, le mois des adoptés, c'est enfin le mois de la famille, et donc ce qu'on s'est battu pour, c'est depuis 1999, on a fait la journée de l'adopté, le 5 mai, qui est la journée de l'enfant, et donc on a voulu faire une journée spéciale où on voulait inclure aussi l'adopté dans cette journée-là, qui était souvent pas considéré en Corée. Et depuis, il y a eu c'est le 11 mai maintenant, ça a changé. Mais donc, c'est un début qui devient maintenant réalité ici, en francophonie. C'est vrai que moi, je trouve que les francophones sont beaucoup plus en retard par rapport à ça. Mais maintenant, je vois qu'il y a des alliances qui se font et que c'est très important. Donc, je suis très, très contente que ça se fasse, et grâce à vous. Ben oui, puis surtout aussi que là, on est dans le mois des adoptés dans le monde francophone, mais on s'entend que ça existe depuis le monde anglophone depuis les 30 dernières années, dont Amandine a initié en 2018. Puis pour toi, Andréane, qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait? Oui, d'abord, merci de me réinviter pour une deuxième année, Cam. Je voulais souligner que c'est la deuxième année que tu organises ce panel. Pour moi, ça veut dire, ça fait écho à tous les mouvements sociaux, surtout en ligne, avec le hashtag Moi des adoptés, au mouvement MeToo, Black Lives Matter et d'autres. C'est une forme d'empowerment sur les réseaux sociaux. Puis c'est aussi une façon de connecter avec les autres, de créer une communauté en ligne virtuelle, mais qui est réellement tangible, qui existe pour vrai. Puis c'est une manière de sortir de nos îlots, de nos pays, de nos familles, de nos milieux, puis de voir des modèles intergénérationnels comme on fait aujourd'hui. Puis pour toi, Amandine. Bonjour tout le monde. Moi, je suis ravie qu'on ait une conversation voilà, dans la francophonie, parce que l'idée de créer le mois des adoptés, c'était justement que je voyais qu'il se passait plein de choses dans les pays anglo-saxons, ou ce qu'a dit Kimura sur la Corée, etc. Et puis je voyais que dans le monde francophone, où il y a pourtant beaucoup d'adoptés, on avait du mal à exister dans l'espace public en tant que personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes, et on représente quand même la majorité des adoptés aujourd'hui, entre les adolescents et les adultes, et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas accès à la parole. Et du coup, je me suis dit, puisque du côté anglo-saxon, il y a le mois de l'adoption, mais que ça n'existe pas encore du côté francophone, on peut le centrer dès le départ sur les adoptés. Et je trouvais ça intéressant aussi de se dire que voilà, on pouvait considérer qu'il y avait une communauté d'adoptés et qu'on avait des choses à dire justement tant au niveau de notre expérience, mais comme tu l'as dit en intro, Cam, sur la dimension politique aussi. Ce qui me fatiguait beaucoup, moi, c'était de voir que finalement, on parlait jamais d'adoption ou de parentalité, et je pense en particulier en France, en dehors de moments, on va dire, de cycles médiatiques, généralement de scandales, ou en tout cas de sujets qui créaient beaucoup on va dire de polarisation. Et moi, ce que j'avais envie, c'est qu'on puisse avoir des discussions plus posées, en dehors d'un agenda particulier, où on puisse réfléchir à ce que ça voulait dire d'avoir été adopté à l'international, ou d'avoir été adopté localement, mais de grandir dans des familles blanches quand on était non blanc. Est-ce qu'on peut penser aussi les rapports de classe? C'est rarement les enfants des classes moyennes supérieures qui sont adoptés par par des familles populaires, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Donc du coup, se dire que dans les cycles médiatiques, on va dire de scandale ou de polémique, finalement, on restait toujours à la surface.
et qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder si on avait le temps et si on pouvait se rencontrer justement dans la francophonie et même ailleurs entre adoptés. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, puisque ça n'existe pas, bah, autant faire un mois des adoptés et puis espérer que ça grossisse. Et du coup, c'est super qu'aujourd'hui, on se rencontre entre adoptés de plusieurs pays. Puis il y a un commentaire super intéressant qu'Andréane et Amandine vous avez dit sur la réunion, puis qu'on était notamment en surface. Si je peux parler dans mon expérience personnelle, ce que je remarque encore, c'est que moi j'ai 25 ans, puis on dit que je suis une enfant adoptée. Encore. Donc, on dirait que cette question-là, qu'on se continue de se faire infantiliser et le fait de se faire infantiliser fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement de place sur les tables de concertation ou sur les tables de décision concernant l'adoption. Puis je crois que Fanny, tu as beaucoup été, tu es impliquée notamment avec l'organisme La Voix des adoptés. Qu'est-ce que ça représente pour toi en t'impliquant dans cet organisme, mais aussi en étant porte-parole de ça? Alors, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, je fais partie de la Voix des adoptés depuis 3 ans actuellement et depuis 1 an, je suis la secrétaire de l'association. C'est vrai que pour nous, la Voix des adoptés, même si c'est une association qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, on commence vraiment à pouvoir se faire entendre auprès des institutions, auprès d'autres associations, surtout les associations parentales comme EFA, où on peut travailler ensemble sur différents sujets, où parfois on est invité quand EFA a des ateliers auprès des parents pour préparer justement à l'adoption. Ils aiment bien maintenant demander un avis d'enfants, enfin, du coup là on prend encore enfant, mais de personnes adoptées devenues adultes, qui peut donner son avis et partager son parcours en tant qu'adopté ou son ressenti en tant qu'adopté. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose qu'au final on puisse nous-mêmes aussi faire notre propre narration sans attendre que ça soit justement des institutions ou des adultes qui ont déjà une idée assez préconçue de l'adoption de parler pour nous. Puis, c'est surtout l'importance aussi de cet espace que vous avez, en fait. Puis, qu'est-ce que la Voix des adoptés fait d'actions concrètes en tant que telle en France? Parce qu'en fait, au Québec, nous, on a certains organismes, notamment les Bridés, puis Raïs Ressources en ligne. Mais la Voix des adoptés semble vraiment avoir un plus large réseau. Puis, qu'est-ce que ça comprend, en fait, dans ton implication à toi? Alors effectivement, la Voix des adoptés, on a plusieurs antennes en France, une dans le nord de la France à Lille, une à Paris, une à Tours, une à Toulouse, une à Marseille et une à Lyon. On organise des groupes de parole sur différents sujets où justement on invite les adoptés à venir nous rencontrer, partager ensemble dans un cercle fermé et surtout très protecteur où il n'y a pas de jugement, ou pour pouvoir rencontrer des adoptés qui partagent leur expérience entre adoptés. Et ensuite, on aide aussi pour donner des informations concernant les ressources pour la recherche des origines. En plus de cela, on voit que par pays, les adoptés parfois ont des demandes et surtout avec la législation qui diffère suivant les pays, on a créé aussi des cellules. Donc on a une cellule Colombie, une cellule Brésil, une cellule Guatemala, une cellule des adoptés de France, une cellule Bulgarie, une cellule Vietnam, si je ne me trompe pas, justement pour que là, par pays, les personnes puissent se retrouver pour aussi partager la culture du pays, parce que effectivement, la plupart du temps, quand on parle d'adopter, on parle d'enfants issus de minorités, de catégories sociales très défavorisées, et on oublie aussi le fait qu'on vient de pays qui sont magnifiques, que ce soit au niveau de la culture musicale, culture culture sur la cuisine, culture culinaire, culture juste générale du pays. Donc là, ça permet aussi de faire des ateliers pour justement se réapproprier ou apprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on partage en commun en tant que Colombien ou en tant que Brésilien ou en tant que Roumain. Donc ça aussi, c'est très important et ça permet aussi aux adoptés de pouvoir échanger avec des gens qui, au final, se comprennent. Parce que, par exemple, moi, en tant qu'adoptée, effectivement, si je parlais de mes difficultés à ma meilleure amie, elle va comprendre peut-être la difficulté, mais elle va pas comprendre toute l'intensité
de la difficulté, alors que si j'en parle à une personne qui est adoptée, elle va mieux pouvoir me comprendre parce que peut-être qu'elle a vécu ou elle a vécu différemment ou elle est en train de le vivre. Et le fait que justement on puisse avoir un miroir où on se dit ah tiens elle a vécu ça moi aussi ah tiens toi aussi tu as fait ta recherche d'origine, déjà juste dire toi aussi tu as fait ta recherche d'origine, c'est pas des choses qu'on peut partager avec tout le monde normalement. Le commun de n'importe qui en France c'est pas je recherche mon père ou ma mère biologique, donc il y a des choses qui vraiment nous différencient, et quand on se retrouve ensemble à la voix des adoptés, on sait que quelque part on a vraiment un socle commun de base. Est-ce que si on peut rebondir avec chacune d'entre vous, quels sont les éléments quand on se retrouve entre adoptés? C'est quels sont les éléments, selon vous, dans vos expériences qui ressortent le plus? Par exemple, dans mon cas à moi, souvent, qu'est-ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que quand on se retrouve entre adoptés, on reçoit beaucoup les commentaires de la question de la reconnaissance, la question il faut être reconnaissant, on doit avoir une gratitude. Ou quand on se retrouve entre adoptés, on a ces questions-là de pas se sentir, on n'a pas à se justifier. Et je sens beaucoup l'aspect interracial. Puis pour vous, si on peut savoir chacune d'entre vous, qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous réunissez entre personnes adoptées? Si on peut aller avec toi, Kimura. Puis, je trouve ça intéressant aussi d'apporter l'enjeu intergénérationnel parce que Kimura, tu as beaucoup été dans l'activisme aussi, oui, il faut quand même le dire. On va le dire là, quand même. Kimura a vraiment participé à beaucoup d'associations, beaucoup de groupes activistes, de réunions d'adoptés, même avant les années 2000. Là, j'ai encore toute la liste de ces associations. Mais pour toi, je voulais savoir. Kimura, c'est the OG, the original gangster des adoptés. Puis moi, c'est pour ça que je voulais savoir avec toi, quand on voit toutes ces réunions-là entre personnes adoptées, comment tu vois la différence avec l'activiste que tu as eu dans les dernières années puis aujourd'hui? J'ai quand même un demi-siècle de vie, donc c'est ça aussi. Beaucoup n'étaient même pas nés quand j'ai commencé mon... Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment... je dirais que je suis la 3e ou 4e association qui s'est organisée par rapport à l'adoption internationale et interraciale. La première était en Suède en 1986. Par un groupe de Coréens adoptés qui se trouvaient pas reconnus par leur pays d'origine, donc la Corée du Sud. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça, comme le mouvement, je dirais, les balbutiements de l'activisme d'adoptés interraciaux a commencé, même si c'est pas très connu. Mais cette association est vraiment solide, elle existe toujours. Puis il y a eu le Danemark, la Hollande, puis la Belgique. Et la France un peu plus tard, les États-Unis après la France même. Donc c'est parce qu'il y a plus de Korean American, de la culture hyphenate, avec le trait d'union, qui n'inclut pas nécessairement les adoptés, ou les adoptés justement s'incluent dedans parce qu'ils se sentent pas si différents par rapport. Il y a une culture coréenne américaine par exemple. Donc ce qu'il y a, c'est que je trouve que évidemment en 91, il n'y avait pas d'internet, donc c'était vraiment, on envoyait encore des mails, des emails, on se rencontrait, il y avait des églises coréennes qui donnaient des cours de coréen gratuits, c'est comme ça qu'on se rencontrait, un amenait l'autre, etc. Donc c'était de cette façon-là qu'on s'organisait. Après, il y a eu l'internet en 96 en Corée, donc il y a eu la première association qui s'appelle ou la deuxième association ACA San Francisco, qui avait écrit un article sur mon association en Belgique que j'avais créée en 94 en Corée du Sud. Et donc, de fil en aiguille, les gens ont su qu'on existait. Donc, j'étais la plateforme en Corée, parce que j'habitais en Corée à partir de 1993. Et donc, c'est comme ça que ça s'est un peu étendu. Après, maintenant, il y a l'ère de l'Internet et tous les groupes qui se font sur Internet. Et donc, là, il y a plus ce besoin de devoir se rencontrer spécialement physiquement. Il y a beaucoup plus de liberté et peut-être un peu moins de drame humain, je dirais, parce que les adoptés, on est intense quand même, et je pense que les Coréens sont beaucoup très intenses. Je sais pas, c'est peut-être dans le trait de caractère ou quoi, mais c'est peut-être la façon dont ça a été fait aussi. Mais en tout cas, je trouve que maintenant, il y a vraiment une évolution qui est vraiment agréable à observer. Et j'espère pour le mieux. Je pense qu'aussi il y a plus de parents adoptants qui s'impliquent un petit peu dans quand même, qui peut-être écoutent un peu plus qu'avant. Donc je trouve ça intéressant et j'espère que l'adoption sera mieux comprise dans
dans les méandres et les complexités de ce que l'expérience peut être. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir partagé. On a déjà plusieurs personnes qui nous rejoignent, notamment bonjour Émilie, bonjour Dominique, Laurent, Marie-Jeanne. On accueille le public à vouloir échanger, poser vos questions s'il y a quoi que ce soit. Puis c'est vrai qu'Imoura, puis je voudrais juste avoir une mise en contexte. Quand on parle d'adoption des fonds internationales, est-ce qu'on pourrait juste définir en tant que tel la question interraciale, transraciale et transnationale? Qu'est-ce que ça implique? Parce que des fois, c'est des mots que les personnes ne connaissent pas, notamment les gens pensent beaucoup juste à adoption internationale. Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on parle de questions transraciales et transnationales dans l'adoption? Si quelqu'un veut y aller, en fait, Alors, nous, au sein de la Voix des adoptés, c'est vrai que pour le moment, c'est pas trop encore approprié ces sujets. On laisse par contre sur la page Facebook les personnes qui souhaitent lancer des sujets, des discussions, en parler. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des sujets qui sortent comme ça du lot au niveau des discussions. Après, effectivement, il faut prendre en compte le côté transracial, puisque majoritairement en France, encore le public, enfin les adoptés, ça reste encore l'Afrique qui fournit le plus d'adoptés. Ensuite, les pays d'Amérique du Sud. Donc, effectivement, il y a ce côté transracial. Après, il faut aussi se rendre compte que maintenant, c'est des générations différentes de parents qui adoptent avec pas les mêmes envies qu'à l'époque. Parce que, par exemple, moi, mes parents, qui sont des années 50, au moment où j'étais adoptée, donc dans les années 90, c'était beaucoup de l'adoption humanitaire. Le pauvre petit Africain qui n'a pas mangé, qu'il faut aller chercher, et ils se sont pas forcément, je pense, interrogés sur tous les effets que ça pouvait avoir d'apporter une personne noire dans la France ou une personne noire dans une famille de blancs, et ils ne se sont pas non plus posé toutes les questions que moi j'ai pu me poser en étant enfant, où ils se sont peut-être pas non plus rendus compte de tout ce que j'ai pu vivre au niveau du racisme, des différences, même si encore, franchement, ça va, en tant que personne noire, j'ai pas vraiment, je peux les compter sur les doigts des fois où j'ai subi le racisme, mais c'est des choses où je pense à l'époque, les parents n'étaient pas prêts à répondre, ou eux-mêmes avaient peut-être des préjugés sur une catégorie de groupe ethnique, mais par contre, bon, bah, toi, Fanny, c'est la famille, ça va. Enfin, moi, j'ai encore eu mon oncle dernièrement, la dernière fois que je l'ai vu, qui m'a dit, bah non, t'es la famille, même si t'es noir, mais par contre, c'est noir là-bas, eux, qu'est-ce qu'ils font le bazar et tout. Enfin, c'est vraiment deux choses différentes où, à partir du moment où effectivement on est accepté au sein de la famille ou au sein du groupe, on va dire, familial, des amis proches et un peu plus lointains, mais quand c'est d'autres personnes qui pourtant ont la même couleur que moi, mais pas la même histoire du coup, puisque c'est pas forcément des personnes adoptées, que ce soit des immigrés, je sais pas, des gens qui viennent pour le travail ou quoi que ce soit. Là, c'est pas, ils ont pas la même vision. Mais c'est vrai qu'au sein de la Voix des adoptés, on n'en parle pas encore beaucoup. Je sais aussi par contre que pour les groupes des associations de parents EFA, de temps en temps, dans quelques départements, ils font des activités pour justement apprendre à coiffer ou à prendre soin de la peau des enfants noirs ou ce genre de choses. Ou même juste, ils font des ateliers culturels pour dire à vous, parce qu'il y a des associations qui adoptent uniquement dans un pays. Et donc, du coup, ils font des ateliers pour que les parents connaissent la culture du pays avant quand même d'intégrer l'enfant dans leur famille. Puis, oui, vas-y, Amandine. Puis après, on va aller avec Andréane sur la question transnationaliste. Oui, vas-y, Amandine. Oui, c'était pour dire. Alors moi, j'attends pour parler quand je vois que j'ai à peu près une connexion stable, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc du coup, c'est pas que je suis pas attentive, mais quand j'entends que c'est tout brouillé, je prends pas la parole. Mais là, j'ai l'impression que ça va. Ce que je dirais qui est intéressant dans le fait qu'on ait une discussion aussi dans la francophonie, c'est justement qu'on voit la facilité ou non à aborder la question raciale. En France, par exemple, c'est très difficile de faire entendre le mot race ou le concept comme une construction sociale, historique, économique, qui a donc un sens pour les personnes noires qui sont catégorisées par rapport à l'histoire de ce que veut dire être noir en France. Et donc, du coup,
aborder la question raciale frontalement, ne serait-ce que par exemple dans la préparation à l'adoption, ce dont Fanny parle, par exemple au sein d'associations comme Enfance et Familles d'Adoption, etc., ou même en particulier dans le parcours d'obtention d'agrément en France. Et ben en fait déjà, il y a une politique spécifique en France qui est que l'adoption dépend des départements. Donc en fait, il y a d'une certaine façon 51 politiques d'adoption en France, puisque chaque département met en place ses propres règles sur les politiques d'obtention de l'agrément, etc., par rapport à des règles nationales. Mais dans l'application, c'est quand même très lié au fonctionnement de chaque département. Et donc ensuite, on va voir que justement, il n'y a pas une approche nationale, générale à la question raciale. Et donc, du coup, ça pose un souci, parce que contrairement à des choses qui existent au Québec, et donc peut-être ce sera mieux que celles qui sont basées au Québec en parlent, mais où il y a une façon un peu plus frontale d'aborder la question, ne serait-ce que par exemple de demander si l'enfant aura dans son entourage des personnes de la communauté culturelle à laquelle il appartient, etc. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires en France. Et donc, on voit très rapidement qu'il y a effectivement souvent un sentiment d'isolement pour les personnes adoptées de façon transraciale, et c'est quand même la grosse majorité. Il y a eu des adoptions d'enfants de pays de l'Est, de Russie, etc. Mais la majorité des adoptions en France sont des adoptions d'enfants non blancs au sein de familles blanches depuis, on va dire, les années 80-90. Et donc, dans un pays qui n'arrive pas à adresser la question raciale frontalement, bah, ça pose énormément de questions parce que du coup, comme Fanny en a parlé, on peut faire face à des micro-agressions au sein même de sa structure familiale où il n'y aura pas eu d'éducation et de pédagogie vis-à-vis des parents ou vis-à-vis de l'entourage plus large sur qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là d'être blanches et qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes blanches d'adopter des enfants non blancs. Et ça, je pense que c'est intéressant de le voir dans la francophonie. Moi, je vois quand on a fait les pré-entretiens pour mon prochain film, là, Une histoire à soi, ou en travail préparatoire, on s'est entretenu avec des adoptés du Québec, de France, de Belgique et de Suisse. Et je dirais que de façon évidente, les adoptés du Québec avaient une histoire très différente vis-à-vis de la question raciale. Ça ne veut pas dire meilleure, mais où il y avait eu plus de discussions qu'en France. Alors, je dirais que le pays où c'était le plus compliqué, c'était la Belgique, et je pense que Kimura ne me contredira pas là-dessus, où là, vraiment, moi, j'avais l'impression qu'on était même 10 ans en retard sur la France, qui est déjà bien en retard sur le monde anglo-saxon, donc c'était pas peu dire. Et en Suisse, c'était un peu différent, mais aussi, je pense, là, par rapport à la spécificité de la Suisse, qui est une nation très prospère en Europe et qui, parce qu'il y a énormément de groupes, il y a la Suisse romande, la Suisse alémanique, etc., mais qui ressemble un peu à la Belgique dans ce sens où c'est très compliqué déjà de dresser un portrait au sein du pays où il y a tellement de communautés culturelles dans le pays et où du coup c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, même pour la Suisse et la Belgique, de dire en Suisse et en Belgique c'est comme ça, parce que c'est moins homogène que par exemple en France ou au Québec. Donc voilà, pour la question raciale, en tout cas, je dirais que moi j'ai observé, même si c'est pas un travail sociologique, mais dans les entretiens qu'on a fait, on a quand même fait 93 pré-entretiens pour le film, donc sur ces 4 pays. J'ai quand même remarqué des très grosses différences sur la façon d'aborder la question raciale entre la France et le Québec. Puis merci d'avoir partagé ça. Bon, Andréane Kimura, nous, Québec, comment ça se passe, la question transraciale? Comment comment ça se passe? Puis je vais rajouter tout de suite avec toi, Andréane. Pour ma part, que je pourrais rajouter un commentaire, c'est que je remarque qu'il y a beaucoup de familles qui ont conscience du racisme et ils voient le racisme comme étant une mauvaise personne puis un enjeu individuel. Mais encore au Québec, je crois que la question du racisme systémique est encore un sujet tabou. On en débat beaucoup encore aujourd'hui. On a beaucoup aussi dans les milieux politiques, il y a du déni. Mais encore, étant donné que les personnes adoptées, on est une minorité dans une minorité et qu'on est aussi dans une famille souvent interraciale, l'enjeu du racisme peut exister aussi dans notre propre famille. Et donc, moi, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est que une personne qui dit je ne suis pas raciste parce que j'ai adopté des enfants noirs, pour moi, c'est la même chose qu'une personne qui dit je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami noir. Je crois qu'il y a cette question-là au Quai dans les organisations, mais notamment dans les systèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'adoption, c'est aussi un système aussi. Il y a eu cet effet manquant, mais là, je parle pour mon opinion, bien sûr, mais c'était été un effet manquant, notamment sur la question raciale. Et comment préparer les parents au racisme de leurs enfants et comment ils peuvent se préparer à ça et aussi déconstruire le bien conscient. Je vais aller avec toi, Andréane, sur la question transnationaliste et j'aimerais que tu rajoutes aussi l'article que tu as fait, notamment
Oui, bravo pour l'article en passant. Un article que tu as fait dans le Huffington Post qui parle aussi de la question du complexe blanc. Et en toi, Adrienne, la question de transnationalisme, en quoi ça comprend dans l'adoption et les enjeux transraciaux? Oui, pour moi, le transnationalisme, c'est ce qui est important pour pour la construction de la communauté parce que durant ma maîtrise en Chine, c'est en partant de ce concept-là qui vient de la science politique, surtout. C'est parti de la mondialisation depuis le 20e siècle, puis ça veut, comme le mot l'indique, étudier les gens qui traversent les nations, qui traversent les frontières, donc transnationalisme. Puis, on voulait se l'approprier pour les adopter en tant que diaspora pour la Chine ou diaspora en tant qu'adopté aussi. C'est comment on va essayer d'appliquer ce concept-là au phénomène de l'adoption. Comment nous, en tant qu'adoptés, à l'âge adulte, on va retourner dans notre pays, traverser les frontières en notre pays adoptif et biologique, puis on va entrer dans une diaspora et on va construire notre identité hybride, on va créer des liens. Donc, le transnationalisme, pour moi, c'est important pour comprendre le retour vers le pays d'adoption et les allers-retours, les va-et-vient qui sont incessants. Là, pour moi, ça fait partie de ma vie maintenant. Je sais toujours que je vais garder un lien avec la Chine. Puis sinon, ben, pour rebondir sur mon article dans le Huffington Post, c'était surtout sur la question de l'intersectionnalité, mais dans le contexte québécois. Puis je trouve ça super intéressant d'avoir les pays de la francophonie parce que moi, en tant que, toi aussi, Cam, tu pourrais en parler, en tant que personne adoptée dans une région, il y avait souvent deux clans, tu sais, les anglos, les franco, avec le débat sur la souveraineté. Tu n'as pas beaucoup d'options de t'exprimer que tu es adopté de la Chine. Tu dois être francophone, québécoise, une vraie, tu sais. Puis, c'est aussi difficile parce que tu n'as pas la liberté, justement, de montrer ta différence. Puis aussi, je trouvais ça intéressant parce que le Québec, en tant que colonisateur, puis ensuite colonisé, on est un des seuls pays avec les États-Unis à adopter. Hein, par rapport aux autres pays francophones, c'est des pays européens, tu sais, la Belgique, la France, la Suisse. Puis le Québec, on garde quand même cet esprit, les parents adoptifs québécois ont cette espèce de mentalité aussi de post-colon, tu sais. Je trouve que ça se sentait chez nos parents tu sais, le devoir d'aller chercher des enfants, de les sauver, le fardeau de l'homme blanc. Donc, ça transparaît quand même si on est un peuple américain, on garde cet esprit colonial. Merci. Et merci. Puis en passant, pour ceux qui veulent en savoir davantage, l'article s'appelle Le complexe du sauveur blanc, ce que cache mon adoption, et dont Andréane, qu'elle parle de la question intersectionnelle et de la question transraciale. Puis on a un commentaire notamment d'Émy Tananas, bonjour Rémi, qui dit non, la race est une construction sociale qui détermine des rapports de pouvoir et des expériences. C'est en reconnaissant la racialisation de certaines personnes qu'on peut contrer le racisme. On a d'ailleurs plusieurs commentaires qui discutent là, de cet enjeu-là, des gens qui savent s'ils sont d'accord ou qui sont pas d'accord à utiliser ce terme. Puis il y a un commentaire que je voulais apporter avec toi, Andréane, parce que tu parles de la question du sauveur blanc. Encore aussi, des fois, l'adoption, on peut voir ça comme un acte humanitaire, mais l'adoption n'a pas toujours servi non plus à des bonnes fins. S'il y en a qui peuvent justement s'élaborer là-dessus, et je veux juste porter un exemple. Actuellement, j'ai oublié de le dire, actuellement, je suis sur le territoire de l'Huron-Wendat, de la nation Wendake, qui est dans la ville de Québec. Et puis, la question de l'adoption, notamment au Québec et au Canada, n'a pas nécessairement servi à l'international. Si je peux me souvenir, dans les années 70, on a beaucoup voulu adopter des Autochtones et les mettre dans les familles blanches. Et ça, c'était pendant justement les enjeux du génocide, qu'on dit génocide culturel, au sein des Premières Nations, au sein des Autochtones, au Canada et en Amérique. Donc, l'adoption n'a pas nécessairement toujours servi, comme pour certaines personnes le pensent, à des bonnes choses. Et tu as apporté le point de la question intersectionnelle, notamment la question transraciale. J'aimerais me lancer avec vous. Plusieurs personnes disent aussi que l'adoption, ça a une dimension féminisme, et notamment sur l'enjeu des mères. Et notamment sur la question des mères biologiques qui ne sont souvent pas nécessairement dans le débat. En quoi, selon vous aussi, l'adoption est un enjeu féminisme?
si quelqu'un peut commencer. Oui, qui mourra la MVP. Alors, je pense que c'est bon, il y a deux versions du féminisme. Il y a le féminisme blanc, il y a le féminisme de couleur, on va dire. Alors, moi, je pense que ça sert les féministes blanches, principalement, pour dire comme c'est. Et pourquoi pas si elles le font bien, si elles reconnaissent qu'elles adoptent des personnes de couleur et qu'il y a des tensions raciales parfois qui existent. Et si elles le nient, ça veut dire qu'elles ne sont pas des alliés. Et puis, il y a les mères biologiques auxquelles on prend les enfants, mais c'est pas seulement la mère, c'est tout un gouvernement, c'est toute une société, c'est tout un système qui permet ça aussi. Et donc, par exemple, maintenant, il y a un mouvement en Corée, et ça a pris du temps parce que je pense que en 93, quand j'étais en Corée, on commençait à comprendre pourquoi est-ce que les femmes coréennes abandonnaient leurs enfants. Puis on a compris qu'elles n'avaient pas de statut du tout, elles n'avaient pas de registre familial personnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment important pour si on a un enfant hors mariage, on peut pas l'inscrire sur son registre parce que en tant que société confucianiste, c'est seulement les hommes qui avaient un registre familial. Donc, évidemment, si le père ne le reconnaissait pas et si le grand-père ou le frère ou quoi ne reconnaissait pas, c'était impossible pour l'enfant d'avoir une éducation. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'adoptés qui, à l'âge de 3-4 ans, quand la mère se rendait compte qu'elle ne pouvait pas l'inscrire à l'école parce qu'elle n'avait pas de registre familial personnel, on l'a forcé à l'abandonner et le met dans le système d'adoption, souvent international, parce que c'était plus facile de se débarrasser des résidus ou des surplus honteux de la société coréenne. Et donc, c'est à partir de 2005 que les femmes coréennes ont pu avoir un statut personnel. Et depuis ce moment-là, il y a eu un mouvement qui s'appelle Kumfa, mais déjà bien un peu avant quand même. C'est des mères coréennes célibataires qui se battent pour garder leurs enfants. Alors maintenant, c'est de se battre pour que les enfants, même s'il y a des adoptions et des abandons, que ce soit au moins domestique et pas international. La nécessité d'envoyer à l'international n'est plus nécessaire pour la Corée parce que c'est pas un pays pauvre. Avec la K-pop, Samsung, LG, etc., les frigos, etc. Il n'y a pas vraiment une pauvreté en Corée, on va dire. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on l'envoie toujours à l'étranger? C'est parce qu'il y a une demande. Pourquoi est-ce qu'on demande des enfants coréens? C'est parce qu'ils sont rapides, pas chers, et qu'on ne reviendra pas au pays, c'est ce que les gens pensent. Donc, il y a toute une psychologie derrière. Pourquoi est-ce qu'on l'adopte? Pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas? Et donc, maintenant, moi, en tant qu'adoptée adulte, je suis alliée avec les mères célibataires coréennes pour ce mouvement d'arrêter l'adoption internationale sud-coréenne. Alors ça, c'est personnel à la Corée. Je dis pas que tous les pays d'adoption internationale doivent faire ça, mais je pense que si on est une bonne féministe, par exemple occidentale, blanche ou d'éducation occidentale, c'est de pouvoir s'allier avec les mères biologiques pour travailler dans le pays même pour pouvoir avoir un système qui garde les enfants ou avoir pas une adoption plénière nécessairement, mais une adoption ouverte où il y a quand même pas une cassure entre le pays biologique, la famille biologique ou même parfois la famille élargie. Je pense que beaucoup d'adoptés internationaux ou interraciaux, c'est la cassure entre la famille d'origine qui n'est pas toujours nécessaire. Pour moi, c'est vraiment le nœud de la guerre dans l'adoption internationale et interraciale aussi. Puis je vais y aller avec Amandine par la suite, mais ce que je remarque beaucoup, c'est des fois on pose des questions à savoir, et là le mot abandon, je conseille fortement aux personnes qui nous écoutent ou les gens qui ont des accès à l'adoption de parler de séparation, parce que non seulement c'est un mot qui peut avoir une lourdeur et puis disons une microagression de personnes adoptées, mais ça porte un fardeau aussi aux mères biologiques. Et donc la question en tant que telle, c'est qu'il y a une question aussi de culpabilisation aussi des mères biologiques qu'on peut donner inconsciemment. Et donc, la question, ce n'est pas nécessairement pourquoi les mères ont abandonné ou se sont séparées, mais plus c'est qui a le droit d'être une mère dans l'enjeu de l'adoption internationale, dans l'enjeu de l'adoption transnationale. Qui a le droit d'être une mère et qui a les droits, en fait. Et pourquoi c'est instantané dans les pays du Sud ou dans les pays, quote, excusez mon anglicisme, cités comme pauvres, se dit instantanément qu'ils doivent adopter dans les pays du Nord. Si tu voulais rajouter quelque chose, Amandine, là-dessus. Oh, le micro. Oh. Hein?
C'est sans doute sa connexion qui est partie. Oh, OK. OK, parfait. Mais si quelqu'un voulait rajouter, parce que Manu va sûrement revenir, en fait, la question, c'est plus qui a le droit d'être mère. Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez dans l'enjeu féministe, si vous voulez y aller? Oh, elle revient bientôt. Amandine, tu es là? Hey. Oh, j'ai eu une petite crise de cœur, là. Tout ma vie figée. Mais on voulait revenir, en fait, de la question. Ce n'est pas nécessairement si les mères biologiques abandonnent, mais qui a le droit d'être mère? Comment toi, Amandine, tu vois l'enjeu féministe dans l'adoption? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que quand je parlais au départ de l'importance de politiser le sujet, de le rendre plus complexe, par exemple, si on fait un petit historique, Kimura et moi et Kassai Beranou, en 2015, on avait créé une page Facebook qui s'appelait Mon adoption, ma narration. Et puis en 2016, quand j'étais à Montréal, j'avais organisé une table ronde à l'UQAM qui était justement pour essayer de créer des ponts et de réfléchir collectivement à la question de l'adoption, avec aussi des personnes autochtones. Et c'était justement sur cette question de l'acculturation, du déplacement des communautés. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire d'être adopté à l'international ou de façon transnationale, mais d'arriver dans un pays où, en fait, effectivement, on participe à un effort de colonisation, mais contre son gré, entre guillemets. Et donc, ce que je trouve intéressant dans le fait d'aborder la question féministe, pour moi, c'est plus que je pense que pendant longtemps, parce que ça avait un intérêt du point de vue des pays du Nord, parce que finalement, ce qui était important, c'était d'avoir accès à des enfants, l'adoption a été présentée comme une solution féministe, etc. Alors que si on réfléchit dans une perspective féministe justement qui n'est pas occidentalo-centrée et qui n'est pas aussi utilitariste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va justifier l'adoption, qu'elle soit locale, internationale, transraciale ou justement le déplacement forcé d'enfants autochtones vers des familles de colons, si on réfléchit plutôt en termes de justice reproductive, moi je dirais que voilà, ce qui m'intéresse plus que le féminisme, comme on n'est jamais trop sûr de quoi on parle et de qui on parle, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on politise ce que veut dire avoir accès aux enfants de certaines personnes. Qu'est-ce qui crée les conditions pour que des enfants soient disponibles à l'adoption et là, on doit s'interroger effectivement sur des rapports de classe inégalitaires, sur des rapports de pouvoir politique, donc la colonisation par exemple en ce qui concerne les déplacements d'enfants autochtones, donc le 60 Scoop, les placements dans les foyers, etc. Chose qu'on retrouve en France. Hein, les autochtones en Guyane française ont été énormément placés aussi dans des foyers. On appelait ça des homes indiens. Et le dernier en France a fermé en 2012 en Guyane. Donc c'est très récent en fait, c'est une histoire extrêmement récente. En France, on a eu aussi l'épisode de ce qu'on appelle aujourd'hui les déracinés des Drômes. Pendant très longtemps, on les a appelés les enfants de la Creuse. Et donc c'est les enfants réunionnais qui ont été déplacés contre leur gré et généralement aussi en manipulant les mères réunionnaises pour qu'ils soient envoyés en France hexagonale où ils sont devenus main-d'œuvre agricole, etc. Et on avait promis aux parents une éducation en France hexagonale ou même on leur avait carrément volé leurs enfants. Donc, si on regarde un continuum, par exemple, colonial, hein, si on regarde l'expérience de la France est présente. On oublie souvent qu'avant la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre d'Indochine. Et la France est présente donc en Indochine en tant que puissance coloniale. Et l'adoption transnationale en Indochine puis au Vietnam donc commence dans le cadre de la colonisation. Et l'opération Baby Lift de 1975, qui est donc une opération militaire menée par les Américains, mais avec le soutien de la France et de plusieurs autres pays occidentaux pour, soi-disant, sauver des enfants parce qu'en fait, Saigon allait tomber aux mains des communistes. Et donc, les Américains ont décidé de prendre tous les enfants qu'ils pouvaient prendre dans les orphelinats, alors que beaucoup de ces enfants n'étaient pas orphelins, ils étaient juste placés là parce que c'était la guerre. Et donc, aider des Français et d'autres puissances occidentales, ils ont organisé un convoi aérien en catastrophe et les premiers avions se sont crashés, tuant tous ces enfants, dont la plupart n'étaient par ailleurs n'étaient pas orphelins. Donc ça, pour moi, ça qui est intéressant, je dirais que plutôt que de parler on peut parler de féminisme au pluriel, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir la perspective historique, le continuum colonial, les questions d'inégalité, de pouvoir géopolitique, de pouvoir économique, etc., pour savoir qui, effectivement, à la fin,
a accès aux enfants de quelle femme, entre guillemets, puisque c'est ça dont il s'agit en fait, que ce soit des femmes colonisées, que ce soit des femmes pauvres, que ce soit les femmes racisées, les femmes des pays du Sud, etc. Cette question d'avoir accès à des ventres, entre guillemets, à la puissance reproductive de certaines personnes dans certaines régions, à certaines époques et dans certains contextes politiques, alors là, oui, ça fait partie du féminisme, mais encore une fois, ça fait partie en fait, de plein d'autres mouvements. Mais si on présente l'adoption comme une solution féministe, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'accord, parce que ça revient en fait à la question très sauveur, en fait. Puis ça me fait penser justement à une de tes citations, tu sais, Andréane, quand tu dis « Mon adoption relevait de rapports de pouvoir et était par conséquent à l'intersection de la race, du genre et de la classe sociale. » Est-ce que tu sens que ce rapport de pouvoir est est de la même chose au Québec, en fait? Et comment tu peux voir la connexion que tu fais avec ton implication avec la diaspora chinoise, en fait? Oui, pour moi, c'est comme paradoxal comme situation parce que être adopté, c'est à la fois bénéficier du privilège blanc, c'est d'avoir le papier, la citoyenneté d'un pays occidental, mais d'un autre côté, c'est en être victime parce qu'on concerne nos corps racisés, nos corps de couleur. Donc, pour rebondir sur ce qu'Amandine venait de parler avec la guerre du Vietnam, sur l'instrumentalisation de l'adoption des enfants, en Chine, c'était aussi la même stratégie politique derrière. C'est à partir des années 89, à la suite des incidents de Tiananmen, les États-Unis avaient décidé de couper toute activité économique avec la Chine. Puis, en faisant plusieurs enquêtes, on m'a informé que c'était aussi le premier échange depuis les années 89. Parce que l'adoption en Chine a commencé à partir de 90-12, puis que donner des enfants à l'Amérique, c'était une manière de redorer le blason de la Chine, de leur offrir une famille, d'offrir une famille aux mères qui étaient dans l'impossibilité et de recréer des échanges pour avoir la monnaie étrangère, entre autres. Mais oui, c'est ça. Donc, pour revenir sur l'intersectionnalité, ben moi, l'adoption, je le vois comme si tu étais dans le coma pendant ta période à l'orphelinat. Là. Pour moi, c'est comme me réveiller après un coma de 5 mois, puis on demande des questions après. Puis pour trouver les questions, ma façon, c'était de devenir impliquée. Et d'ailleurs, avec Kimura, surtout, en s'inspirant des diasporas coréennes, asiatiques, qui ont réussi à faire le chemin que je veux de là où je veux aller pour obtenir des programmes, demander le droit du retour, le droit à la langue qui nous a été pris. Et puis, c'est dans une perspective postcoloniale de réappropriation, dans un contexte, tu sais, on voit là, toutes les vagues, une représentation de la diversité corporelle, des différences mentales, physiques, de la différence raciale. Donc, ça va de pair avec tout ce contexte-là. On se lance, puis on collabore avec d'autres diasporas. Puis, justement, ça amène vraiment le bon sujet parce que je trouve aussi, puis je sais pas si toi, tu me rejoins, Andréane, là-dessus, je trouve que des fois, au Québec, on a vu dernièrement dans les manifestations du Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, on ramène toujours au fait qu'on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas aux États-Unis. Mais le Québec a eu aussi son implication notamment, puis il a beaucoup été très actif dans l'adoption. Si on regarde au Québec, on est environ, je pense on est 30 000 personnes adoptées à l'international, donc on a une grosse partie importante. Exactement. Et puis on a notamment des commentaires d'Amy qui dit « Oui, vite, fait disons que bien que biologique, les races n'existent pas dans l'histoire des pratiques de la colonisation, on construit une hiérarchisation des peuples sur la base, entre autres, de la couleur de peau. Maintenant, les conséquences de ces pratiques font aujourd'hui qu'il y a des disparités entre les majorités et les gens des groupes minoritaires, nationalement et globalement. Dans le cas de l'adoption, on observe que se fait dans une logique nord-sud. Et puis, on a parlé justement, on verra jamais des Haïtiens ou des personnes d'Amérique latine ou du continent africain adopter des enfants dans les pays scandinaves, dans les pays d'Europe ou au Canada. Donc, c'est toujours déjà un rapport et on voit un commentaire de bonjour, Kamele Onus, Lemurius Regard. Tout à fait d'accord avec Amandine Gay sur l'importance de politiser l'adoption, visiter le système de l'adoption. Et je noterai que son idée
n'est pas tout à fait nouveau dans le sens où ce sont des lois, donc politiques, qui déterminent le système de l'adoption. En rapport à ce dont elle fait référence avec les transplants réunionnais, tout à fait d'accord aussi avec sa vision du féminisme à l'adoption. Merci à vous. Donc, on voit que ça peut vraiment amener des plus grands débats. Pour toi, Fanny, avec la voix des adoptés, est-ce que ces discussions-là sont de plus en plus mises de l'avant? Est-ce que c'est dans la voix des adoptés, on veut apporter cette importance-là de ces enjeux-là? Alors, pour la voix des adoptés, au niveau du féminisme, non, c'est pas, et même moi personnellement, c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question de l'adoption d'un point de vue féministe. Ensuite, au niveau des ateliers, des débats, on n'est pas non plus sur le côté politique, mais on essaye justement, au fur et à mesure qu'on prend de l'importance, de travailler avec les institutions. Par exemple, quand il y a des projets politiques, la voix des adoptés est invitée à parler dans les commissions. Notre voix est entendue. Dernièrement, il y a eu un rapport au niveau de l'adoption nationale, le rapport Limon-Imbert, où on a été invité pour être entendu. Là, il y a une proposition de loi qui poursuit par rapport à cette commission et ce rapport Limon-Imbert sur l'adoption nationale, et on va aussi être entendu. Concernant l'adoption internationale, on a des relations avec les représentants de l'autorité centrale française, la MAI, où on peut justement pouvoir communiquer avec eux, parler de sujets qui nous semblent importants, comme plutôt les adoptions illégales ou illicites, et essayer de commencer un peu ce travail autour de nous et avec les institutions, parce que le but, c'est que parfois, dans des situations comme la nôtre en tant qu'adoptés, à partir du moment où les gens pensent qu'on doit avoir ce besoin de reconnaissance, à partir du moment où on commence à demander quelque chose, les institutions ou les personnes à qui on demande de justement qu'on soit reconnu vont commencer à dire qu'on justement on n'est pas assez reconnaissant, ou que c'est parce qu'on a eu un passé difficile, ou parce qu'on est en rupture peut-être avec nos parents adoptifs, du coup on n'est pas entendu, et on essaie de trouver justement des excuses pour dire que si on demande quelque chose alors qu'on n'aurait pas à se plaindre, c'est parce que on a forcément peut-être un souci. Donc, en travaillant avec ces institutions et en justement pouvant partager notre point de vue en tant qu'adopté, ça permet aussi de faire changer les idées d'un point de vue plus haut. Parce qu'effectivement, on travaille avec donc des parents, des associations de parents, mais le fait de pouvoir travailler avec des gens plus politisés, puisque en plus de travailler avec la MAI, on a aussi un siège au CNPE, un siège à la COFRAD, qui sont des groupes d'associations où justement on peut faire entendre la voix des enfants ou des adultes adoptés, et ça permet un peu d'ouvrir les perspectives de personnes qui n'auraient pas la même idée que nous, ou qui auraient une conception différente de l'adoption. Donc effectivement, au point de vue politique, on commence à se faire entendre. De là à dire qu'on change les choses, je ne sais pas, mais maintenant c'est vrai qu'on nous invite à partager notre vécu ou notre expérience ou notre avis, pour justement ensuite des lois qui peuvent se faire par la suite. Donc rien que le fait que maintenant on nous prenne en compte, on sait que dans une commission, il faut entendre telle association, telle personne, telle politique, telle personnalité, et nous, c'est déjà un grand pas en avant, où on se dit que peut-être un jour, on nous prendra encore plus au sérieux que ce qu'on nous prend actuellement. Est-ce qu'avec ton implication, parce que je sais que Fanny, tu t'es notamment beaucoup impliquée sur la question des adoptions illégales, est-ce que sens-tu qu'aujourd'hui, en 2020, ça peut être encore, est-ce que c'est reconnu en France, cette question-là, encore aujourd'hui, malgré tout? Selon toi, avec les expériences et l'implication que tu as? Alors, vraiment, actuellement déjà, au point de vue légal, une adoption, au point de vue légal, il y a un vide juridique. En France, ça c'est clair et net, puisque en fait, ce que dit la loi, c'est qu'à partir du moment où les personnes ont été adoptées en France et que l'adoption a été légalisée sur le sol français,
tout ce qui a pu se passer dans le pays d'origine, même si c'est légal, je ne sais pas, on a été kidnappé en tant que bébé, mais le fait que l'adoption ici en France ait suivi tout le cursus légalement, ça annule d'un certain côté le côté illégal du pays d'origine. Mais actuellement, la voie des adoptés, on fait une affaire, on soutient une affaire des adoptés du Mali. On est passé dans différents journaux, différentes émissions concernant ces adoptions du Mali, et je pense que cette première affaire pourrait peut-être faire changer les choses. On est aidé par la ADH, donc l'Association des avocats des droits de l'homme. Et au final, on a monté un long dossier avec de longues recherches pendant plus d'1 an pour justement trouver plusieurs adoptés maliens qui se trouvaient dans le même cas d'adoption illégale par la même association. Et on s'est rendu compte qu'en montant un dossier en béton avec plus d'une centaine de pages, en faisant tout notre possible et en étant aidé par des avocats qui s'y connaissent vraiment, partie de l'ADH, on a porté plainte et en 15 jours, le dossier a été classé. Alors qu'on sait la lenteur de la justice en France, on sait aussi qu'un dossier de plus d'une centaine de pages, ça ne se fait pas en 15 jours. Normalement, il faut ensuite faire une enquête pour pouvoir justement entendre les différents protagonistes et autre chose. On a porté plainte, c'était au début de la pandémie vers le mois de mars. Donc, on savait que les tribunaux sont déjà complètement surbookés. Au moment où on a porté la plainte, il y avait une grève des avocats, une grève des tribunaux, enfin une grève des plusieurs services judiciaires. Et en fait, en 15 jours, la plainte a été classée. Donc, on sent bien un côté où soit la personne qui a eu la plainte sur son bureau l'a ouvert, l'a refermé et a dit c'est trop compliqué pour moi, je ne vais pas être impliqué, ou on sent bien aussi que soit effectivement si on commence à ouvrir ça, ça peut être ouvrir la boîte de Pandore et voir peut-être tout un flot d'adoptés qui va pouvoir s'engouffrer dans ce genre de choses. Et on sait très bien, même si on n'a pas de chiffres, même si on n'arrive ni à le prouver avec des papiers, puisque c'est beaucoup de rapports oraux, où on dit « Ah, mais moi, j'ai subi ça. Ah oui, moi aussi. Moi, je viens de telle crèche. Moi aussi. » Et on se rend compte que des affaires se ressemblent et qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Mais on sait que dans plusieurs pays, que ce soit à cause justement des mouvements politiques, par exemple au moment des adoptés du Chili avec Pinochet, ou même moi étant adoptée d'Haïti avec Duvalier, on sait très bien qu'il y a eu des choses qui se sont passées et c'est pas des choses que la France, puisque justement on le disait, on a déjà du mal à reconnaître notre histoire avec la race, on va pas en plus reconnaître le fait qu'on profite de ça pour adopter des enfants de manière illicite ou illégale. Donc, pour l'histoire de la France, tout ce qui est mauvais et qui pourrait faire paraître la France ou le gouvernement français, présent ou ancien, de manière mauvaise, la France et même, je pense même la société française n'est pas prête à ça, puisque pour les gens, être adopté, c'est la belle histoire féerique, genre ah le pauvre enfant qui n'avait pas à manger, maintenant il est monté dans l'avion et là dans sa famille des vêtements, il va à l'école alors que peut-être qu'il n'aurait pas eu tout ça, alors que maintenant on sait que pas du tout, c'est pas forcément ce qui peut arriver et c'est pas des choses que les gens veulent remettre en cause. Pour le moment, dans beaucoup de l'esprit des gens, c'est voilà, c'est un adopté est égal un enfant qui a été abandonné suite à une situation économique ou sociale très compliquée d'une famille qui vient déjà d'un pays qu'on dit pauvre. Donc, en plus de ça, si on se dit ah moi je pense avoir fait une bonne action, j'ai adopté un enfant d'un pays pauvre, et au final quand on dit aux parents mais finalement tu m'as adopté, ce que tu as fait c'est plutôt bien ou pas bien, je sais pas comment on se place au niveau de l'adoption, tu as suivi les règles de ton pays en suivant la loi, mais au final j'ai été kidnappée à la naissance. Donc il y a aussi le fait que des parents doivent peut-être se remettre en question et
pouvoir se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'en adoptant un enfant de manière illicite ou illégale dans le cursus de l'adoption, est-ce que ça fait de moi aussi une personne qui fait des choses illicites ou illégales? Alors que ce que je voulais, c'était juste un enfant parce que on connaît aussi le souci des personnes qui adoptent soit parce qu'ils ont envie d'adopter, qu'ils n'ont pas envie de faire leurs propres enfants ou qui ont justement des soucis de procréation et justement qui veulent adopter. Donc, c'est tout ça en fait que les gens ont besoin de réfléchir et de se poser, mais beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à ça. Et même au sein, justement, juste moi, en discutant avec des parents qui ont adopté, c'est très compliqué pour eux de leur faire comprendre qu'effectivement, toutes les adoptions ne sont pas roses, toutes les adoptions ne sont pas forcément légales, pour les parents, certains ne sont pas encore prêts à ça. Je crois aussi il y a tellement beaucoup de points super importants, notamment la question illégale, la question des parents aussi, puis la question encore, parce que, étant donné qu'on se fait souvent infantiliser, il y a juste le fait que vous ayez fait autant de travail, d'activisme dans votre enjeu, des fois, c'est pas encore reconnu, et je crois que ça revient encore sur l'aspect qu'on est encore traité comme des enfants aussi. Dans les points que tu as abordés, Fanny, il y a des points super intéressants, notamment la question des parents adoptants. Quand on parle de l'adoption, je sais pas si toi tu peux me rejoindre, Andréane, mais pour nous, au Québec, c'est beaucoup lié à l'aspect personnel. Donc, l'amour, le fait qu'on aime notre famille, mais le fait qu'on aime notre famille, qu'on aime nos parents, n'enlève rien à l'aspect critique qu'on peut avoir. Et quand au moment les adoptés parlent d'une critique, mais un effet critique, mais un effet sur la manière comme on voit l'adoption de côté systémique, là, on doit se faire dire qu'on est reconnaissant, qu'on doit avoir de la gratitude. Donc, je crois que c'est important pour que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter plus tard doivent comprendre que l'adoption, il y a notre histoire à nous, qui est notre vécu, qui est notre expertise de notre histoire. Il y a l'adoption vue par le regard des autres et donc certains par rapport aux lois, par rapport au processus d'adoption selon certains pays, puis on a l'adoption dans le système, en fait, l'adoption vue par un système. Et donc, je crois qu'en faisant ces trois paliers, ces trois niveaux, on peut être capable de mieux discuter de l'adoption, de parler de ces enjeux et notamment aussi établir un meilleur dialogue. Ma question, en fait, s'adresse aussi à vous, à chacune d'entre vous. Ben, par exemple, comment pouvons-nous, en tant que tel, discuter de cet enjeu-là avec les parents adoptants? Parce que, comme je le dis, il y a l'histoire des personnes adoptées, il y a l'histoire des parents adoptants. Comment on peut mieux préparer les parents adoptants à cet enjeu de l'adoption dans une dimension politique? Sur l'enjeu du racisme, sur l'enjeu du féminisme. Comment on peut amener ça pour des parents qui sont actuellement en train de nous regarder ou qui ont déjà adopté ou qui veulent être dans leur processus d'adoption internationale? Si on peut y aller, est-ce qu'il y en a qui... Oui, Amandine? Salut, après bien des démêlés avec ma connexion, je tente un retour dans cette conversation. Bon. Je dirais que la première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est que en ayant ce genre de conversation, ça permet aussi de se projeter dans le futur. Moi, je dis souvent aux parents adoptants que je peux croiser, soit quand on a fait par exemple la promotion du livre La couleur de l'adoption, qui est donc l'initiative de Renaud Vinel-Houle et de Manuel Alix-Surprenant, qui était un des premiers recueils de témoignages d'adoptés francophones, qui est paru avec photos, etc. en 2018, je crois. Et donc, il y a eu une présentation du livre à la librairie du Québec à Paris, par exemple. Et lors de cette présentation du livre, il y avait un certain nombre de parents adoptants dans la salle, donc ce qui était déjà une bonne chose de venir écouter des personnes qui avaient témoigné dans le livre et puis de faire déjà un parcours d'éducation. C'est-à-dire que je pense qu'une des choses qui n'a pas été faite, et c'est pour ça que je dis qu'il faut politiser la parentalité en général, c'est qu'une des choses qui n'a pas eu lieu, tout simplement, c'est cette idée que, effectivement, moi je pense que même en dehors de l'adoption, déjà il faudrait que les gens se préparent à avoir des enfants. Ça c'est mon avis personnel. Mais en particulier, merci Kira nous montre le livre. Mais je pense qu'il devrait y avoir une préparation pour tous les parents adoptants qui va, on va dire, d'une certaine façon, au-delà de ce qu'il aurait imposé au moment de la recherche d'agrément. C'est pour ça que la parentalité devrait être politique et c'est pour ça que l'adoption en général devrait être politique. Parce que sinon, des personnes en plus qui arrivent focalisées par rapport à leur propre, généralement, leur propre douleur.
Parce qu'il faut pas oublier, hein, il y a une enquête de l'INED en France qui date des années, je sais plus, 2000, qui s'appelle Qui sont les adoptants, qui sont les adoptés, et donc qui est une enquête pour connaître, par exemple, les motivations des parents adoptants et des candidats à l'adoption. Et en fait, en France, les 3/4 des candidats à l'adoption sont candidats à l'adoption pour des causes d'infertilité, hein, au moment de cette enquête en tout cas. Donc on voit bien que déjà l'adoption n'est pas un premier choix de parentalité, ce que j'explique souvent. Hein, c'est généralement d'abord parce que les personnes sont infertiles qu'elles se tournent vers l'adoption. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas décidé de faire famille de fait pour ça. Généralement, les personnes qui se tournent vers l'adoption comme premier choix de parentalité, c'est pour des raisons politiques, là pour le coup, c'est des personnes qui bossent dans l'humanitaire ou qui ont une perspective écologiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin de produire plus d'enfants, etc., etc. Mais pour les 75% restants, ça veut dire que ces gens-là doivent faire un deuil de la parentalité biologique. L'ont-ils fait complètement au moment où ils adoptent? Sont-ils vraiment prêts à avoir un enfant qui n'est pas leur enfant biologique? Et ont-ils déconstruit la vision de la société de ce qu'est la famille? En France, on a par exemple quelque chose qui s'appelle la fiction juridique, c'est-à-dire qu'au moment où l'adoption plénière est prononcée par le juge, on vous change votre certificat de naissance et on met que vous êtes né de vos parents adoptants. Donc moi, par exemple, sur mon certificat d'état civil, il y a écrit Amandine Gay, mon certificat de naissance, il y a écrit, mon acte de naissance, il y a écrit Amandine Gay, née de Marie-Claude et René Gay. Mais moi, je suis pas née de Marie-Claude et René Gay. Moi, je suis Amandine Gay, née sous X, fille de Marie-Claude et René Gay. Et moi, j'ai pas besoin qu'on fasse semblant que mes parents adoptants sont mes parents biologiques. Je n'ai pas besoin de cette fiction juridique. C'est la société qui a besoin de la fiction juridique. En plus, mes parents, ils sont blancs. Donc moi, je sais bien que je suis pas née de Marie-Claude et René Gay. Parce que quand on se promène tous les trois, il y a quelque chose qui marche pas. Donc la fiction juridique, elle a été créée à l'époque où les blancs adoptaient majoritairement des blancs et où il était donc possible de cacher l'adoption. Et donc la fiction juridique permettait de faire passer la création de familles adoptantes comme si c'était des familles biologiques. Ben ça, c'est un problème sociétal. On a besoin de dépasser cette vision biologisante de la famille pour pouvoir réfléchir sérieusement à ce que c'est qu'une famille où les liens créés entre les personnes ne sont pas forcément des liens biologiques. Donc ça, je dirais, c'est la première chose aussi à laquelle il faut penser, c'est dans quel état arrivent les parents adoptants quand ils choisissent d'adopter. Et en particulier, dans quel état ils arrivent sur leur représentation raciale. Et donc, je donne cet exemple d'une chose qui m'est arrivée lors de la présentation du livre La couleur de l'adoption. C'est-à-dire qu'on fait cette présentation, donc il y avait une adoptée du Brésil, il y avait Manu et il y avait moi. Hein, donc une femme noire, une femme latina et une femme asiatique. Et à la fin de la présentation, une mère adoptante vient me voir. Et elle me dit, et donc à ce moment-là, en plus, il se trouve que j'étais avec plusieurs personnes noires qui étaient venues, c'est comme ça arrive. Et la mère blanche me dit, oui, on nous a confié un petit garçon noir il n'y a pas très longtemps. J'aurais aimé que mon mari vienne ce soir, mais il n'est pas venu. Alors là aussi, hein, là c'est un enjeu féministe. Les hommes ne s'impliquent pas beaucoup dans l'éducation des enfants. Donc même ça, dans les parcours d'adoption, il va parfois y avoir un des deux membres du couple qui va s'être intéressé un peu aux questions politiques, aux questions qui vont un peu au-delà de nous n'arrivons pas à... Attends, est-ce qu'on va la retrouver? OK. Elle va probablement revenir après, mais c'était vraiment intéressant dans la vision comme elle voulait apporter la question la question des parents. J'avais hâte de voir le punch de qu'est-ce que la mère a dit, mais il y a quelque chose d'intéressant sur les biens conscients. Et si je veux rajouter, je vais y aller avec toi, Fanny, après, mais dans l'adoption, je sais pas toi, Andréa, mais nous, dans le processus d'adoption, il y a des entretiens et tout ça. L'enjeu interracial, l'enjeu du racisme et de ces enjeux-là ne sont pas nécessairement autant mis de l'avant, nécessairement pour le processus d'adoption. Et donc, si toi, tu veux rajouter quelque chose, Fanny, sur cette question. Oui, je voudrais rajouter que, effectivement, maintenant en France, les mentalités quand même commencent à changer, commencent à bouger. Par exemple, moi, mes parents qui m'ont adopté dans les années 90 et qui ont adopté mon frère avant moi, c'était des choses qu'on ne parlait pas. Je pense même pas qu'ils ont eu une formation à l'adoption ou qu'ils ont eu une réflexion sur tout ce que ça pouvait apporter d'avoir des enfants noirs. Maintenant, c'est vrai que dans le processus d'agrément, pour obtenir l'agrément en France,
les assistantes sociales commencent à poser les questions, certaines assistantes sociales, parce que c'est pas tous, puisque chaque département fonctionne plus ou moins différemment, tout en essayant de suivre une loi nationale, mais certaines assistantes sociales commencent à justement poser des questions qui dérangent ou des questions justement pour un peu que les parents se fassent une réflexion sur tout ça. Et tout en sachant que maintenant, les adoptions internationales, c'est plutôt des enfants grands ou des enfants qu'on appelle à besoins spécifiques. Donc, il faut justement poser ces questions à ses parents en leur disant, ah, vous allez adopter un enfant de l'étranger, noir ou blanc, qui en plus aura une spécificité, donc soit un léger retard mental ou soit enfin, léger ou lourd retard mental ou retard de développement ou avec une spécificité physique. Donc maintenant, les parents ont vraiment besoin de se poser toutes ces questions-là avant d'adopter et avant de recevoir un enfant qui peut-être leur plaira pas. Et dans certains documentaires qui sont passés en France, où on interroge des parents pour des adoptions qui ne se sont pas forcément bien passées, il y a des parents qui disent nous, on avait fait, parce que dans la procédure d'adoption en France, les parents peuvent faire ce qu'on appelle des vœux en disant je voudrais un enfant de 0 à 3 ans et plutôt une fille si possible. Et au final, avec les possibilités d'adoption actuelles, on leur propose un garçon de 5-6 ans et en plus avec un léger retard mental. Donc, c'est pas ce qu'ils ont voulu, mais comme le processus est tellement long entre la demande d'agrément, le recevoir, tous les rendez-vous, l'attente d'apparentement et enfin avoir un enfant et un agrément, ça dure 5 ans. Si au bout des 5 ans, c'est pas fait, ils peuvent renouveler l'agrément. La plupart des parents reçoivent un enfant après leur deuxième agrément. Donc, il y a au moins plus de 5 ans qui se sont passés d'attente. On propose cet enfant-là. Beaucoup de parents se sont obligés de dire oui, alors qu'au final, c'est clairement pas ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'on prépare aussi des adoptions à l'échec. Donc, c'est pour ça que maintenant, beaucoup d'assistantes sociales au niveau de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, préparent les parents sur toutes ces questions. Vous avez un enfant noir, est-ce que dans votre groupe de famille, ça va poser ces questions? Parce que parfois, au moment de l'adoption ou au moment le couple fait une adoption ou la personne fait une adoption, dit « Ah, j'ai envie d'adopter un enfant d'Ouganda », et bien, ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ils avaient un oncle raciste ou le voisin qui est raciste, alors qu'ils ont passé genre plus de 10 ans dans le même quartier à boire des verres et faire des barbecues avec leurs voisins, et d'un seul coup, ils se rendent compte que le voisin est raciste. Donc, c'est des choses qu'il faut justement réfléchir bien avant et voir tout ce que ça peut apporter. Et surtout maintenant où on voit même au niveau juste politique, sans parler d'adoption, au niveau politique et sociétal de la France, on voit cette crispation au niveau justement, j'aime pas le mot race, mais au niveau justement des différences ethniques, physiques des gens. On voit cette crispation où on parle de communautarisme, de communauté et tout ça. Apporter un enfant dans cet environnement-là, c'est aussi des choses à réfléchir parce que une grosse majorité, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, une majorité des parents qui adoptaient, c'était des parents plutôt aisés, plutôt éduqués, des médecins, beaucoup d'enseignants. Donc, ils avaient normalement un peu plus cette réflexion et ce milieu aisé, mais apporter un enfant différent dans un milieu aisé, c'est pas forcément un milieu ouvert. Donc, c'est tout ça auquel il faut penser. Puis je crois aussi que, si je peux rajouter, je vais laisser Amandine finir son punch avec la mère à la rencontre, mais dans la situation, ce que je remarque aussi, c'est il peut y avoir des parents, moi je reçois beaucoup de commentaires, par exemple, de parents qui disent, nous, on veut s'assurer que notre enfant va être bien. Donc, l'endroit est aisé, l'école, une école privée, superbe et tout ça, mais on oublie la question de la représentation, de l'importance que, par exemple, l'enfant noir, l'enfant asiatique puisse être entouré. Et donc, malheureusement, il y a une absence aussi de communication entre les parents adoptants et ainsi les communautés du pays d'origine de leurs enfants. Et donc, souvent, ce que je conseille aux parents, c'est de si vous adoptez, si vous êtes en processus d'adoption pour adopter un Haïtien, une personne venant du continent africain, une personne asiatique, c'est de savoir quelle est sa communauté, comment il peut contribuer à sa communauté. Des fois, juste assister à des fêtes, des fois assister à des soirées, et que les parents puissent venir pour qu'aussi les personnes adoptées ne vivent pas non plus des violences venant aussi des communautés. Ça, c'est un autre sujet, mais les communautés interculturelles ou comment ils voient l'adoption aussi. Fait que juste laisser Amandine Gay sur la question, terminer la question parentale. Puis j'aimerais qu'on apporte aussi la question parentale queer. Parce que quand on parle de parents, on parle encore d'un homme, d'une femme cis, blanc, mais de plus en plus, on touche l'aspect queer aussi sur la question parentale. J'ai terminé avec
Amandine, là-dessus. Bah, je fais un petit aparté, hein, le Conseil de Paris, donc, qui est en charge de faire les apparentements, en tout cas de valider les apparentements en région parisienne, depuis 6 ans, n'a pas confié un enfant à un couple homosexuel, alors que la loi permettant le mariage pour tous et donc par corollaire l'adoption pour les couples homosexuels en France date de 2012. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée de pourquoi c'est difficile d'aborder, par exemple, en France, la question des parentalités queer en lien avec l'adoption. C'est que c'est légalement possible. Dans les faits, ça arrive très peu. Et donc, c'est là aussi qu'on a un besoin d'organisation et de militance, c'est-à-dire qu'après, il faut veiller à l'application des lois. Même quand les lois sont votées, encore faut-il que, justement, le Conseil de Paris accepte. Yakinora. Moi, je voulais juste dire pour les parents queer, c'est souvent aussi les parents, les pays d'origine qui ne veulent pas que les personnes queer adoptent. Ce qu'on pense pas souvent, c'est que quand il y a des adoptés queer qui se font adopter par des parents hétéros, c'est aussi. Et donc, comment on le vit. Donc, c'est aussi de se dire qu'est-ce que c'est la parentalité, de définir aussi qu'est-ce qu'une famille, pourquoi stigmatiser les familles adoptives comme pas étant des vraies familles. Et ça, c'est un travail de toute une société, de toutes les sociétés dans lesquelles on est adopté. C'est que souvent, la famille soit adoptée, va être considérée pas comme une vraie famille ou moins qu'une vraie famille. Et donc, cette hiérarchie familiale aussi ou de la vision de ce qu'elle pourrait être. C'est pour ça souvent que les parents adoptants vivent des traumatismes aussi par rapport au regard de la société. Et donc, parfois, en font trop ou essayent d'en faire trop. Et c'est souvent sur l'enfant que ça retombe. Donc ça, il y avait ça. Mais oui, donc pour répondre à ta question, Amandine, c'était vraiment ça. C'est les parents, souvent parce que c'est des associations chrétiennes qui font les adoptions internationales. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est qu'ils veulent pas qu'on soit adopté par des queers, des couples homo. Puis pour juste rajouter, il y avait... Oui, mais c'est qu'effectivement, dans le cas d'adoption transnationale, ça peut être bloqué par les pays de départ. Mais là, je parlais du fait que c'est de la discrimination en France par les institutions françaises vis-à-vis des couples homosexuels qui explique qu'il y a eu très peu d'adoptions, par exemple. En tout cas, que le Conseil de Paris n'a pas réalisé d'apparentement pour des couples homosexuels depuis les 6 dernières années. Et moi, je l'ai appris parce qu'en fait, une personne qui siégeait au Conseil de Paris a démissionné en faisant une lettre en disant qu'elle en avait assez, que ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu d'apparentement pour des couples homosexuels et que donc, voilà, pour alerter sur la situation, elle démissionnait. Je suis désolée, je vais oublier son nom. Et donc, je dirais aussi, comme Kimira en a parlé, sur le fait pour les personnes queer d'être adoptées dans des familles, justement, juste avant, on parlait de avoir une vision assez limitée aussi de ce qu'est le bien-être de l'enfant, hein, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, ce serait forcément juste d'arriver dans un pays occidental, dans une famille aisée. Alors, si en plus ils sont blancs, c'est parfait, il sera bien intégré et il sera bien assimilé. On oublie que justement, beaucoup d'adoptions se font dans le cadre d'associations religieuses et pas seulement. Si on est dans des sociétés qui sont aussi ouvertement racistes et avec un problème avec effectivement tout ce qui est la différence, hein, ce qui est le cas actuellement en France. On est aussi dans des sociétés qui sont largement homophobes, lesbophobes, transphobes. Et ça, on a pu le voir en France justement avec des associations qui manifestaient de façon véhémente contre le mariage pour tous, etc. Et puis ensuite contre la PMA pour l'accès des femmes lesbiennes et célibataires à la PMA. Et en fait, beaucoup de personnes adoptées peuvent se retrouver dans des familles homophobes, lesbophobes, transphobes. Et donc, en fait, ces personnes-là, ça ne les aura pas vraiment aidées ou sauvées d'être élevées dans un pays occidental. Quand elles arrivent dans une famille qui n'accepte pas les personnes homo, trans, etc., c'est leur cas, en fait. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un autre sujet dont on parle pas assez. C'est que si on croise, alors, il n'y a pas de statistiques en France sur le suicide des personnes adoptées. Sur justement aussi l'expérience vécue des personnes queer et adoptées au sein de leur famille, etc. C'est des statistiques qu'on a plus sur les pays anglo-saxons ou sur la Suède, mais on sait par exemple que le taux de suicide est 4 fois plus élevé chez les adolescents adoptés que chez les non adoptés dans des études suédoises ou américaines. Moi, je pense, et on sait aussi, là j'ai pas les chiffres, mais que les adolescents queer ont un taux de suicide beaucoup plus élevé que les adolescents qui ne sont pas queer. Donc, imaginez être un adolescent queer et adopté.
et en plus une personne racisée dans une famille blanche, homophobe, etc., quelles sont vos chances de survie? Et je pense que justement, vu qu'on a eu cette narration sur l'adoption humanitaire, sur sauvons les enfants, etc., pendant très longtemps, moi, ce que je dis, c'est pourquoi est-ce que personne n'a fait d'études longitudinales et n'est venu voir dans quel état on était quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30 ans. S'il s'agit de nous sauver, voyons déjà si on est en vie, en fait. Et ça, je le dis très sérieusement. Aux États-Unis, ils ont créé Adoptee Remembrance Day, donc pour le 30 octobre, juste avant le mois des adoptés. Et je pense que c'est une chose très importante. Moi, j'ai plusieurs amis adoptés qui ont mis fin à leur jour, en fait. Et c'est pas normal. Je devrais pas en avoir plusieurs. Je devrais pas en avoir du tout. Mais je pense que toutes et tous, on connaît des personnes adoptées qui ont mis fin à leur jour, qui ont des très grands problèmes au niveau de la santé mentale, qui ne peuvent pas fonctionner, etc. Et pour beaucoup, ce sont des conséquences de la violence qu'ils ont vécu au sein de leur famille, que ce soit par rapport à leur identité de personne non blanche, à leur identité de personne queer, etc. Et c'est aussi en ça qu'il s'agit, pour moi, politiser l'adoption, c'est pas, on va dire, un truc ésotérique. C'est que je pense que l'absence de prise en compte des conséquences des sociétés dans lesquelles on grandit, des familles dans lesquelles on grandit et des violences structurelles qu'on subit, donc que ce soit le racisme, l'homophobie ou tout le validisme, etc. Moi, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup d'adoptés vont mal. Et pendant très longtemps, la narration, en particulier des psys, des institutions de l'adoption, c'était de pathologiser les adoptés. Ah, on avait été abandonnés, donc on avait un trauma indépassable qui était l'abandon, et puis c'est pour ça qu'on allait mal plus tard. Moi, je pense qu'une des grandes raisons, enfin, parmi les raisons qui font que beaucoup d'adoptés se sont mis à aller mal en grandissant, c'était pas le trauma de l'abandon. C'est le déracinement quand on a été adopté à l'international, c'est le racisme en grandissant, c'est l'homophobie, c'est la prise de conscience des enjeux de classe en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant d'avoir grandi dans une famille de classe moyenne supérieure occidentale quand je retourne dans ma famille brésilienne, quand je retourne dans ma famille au Sri Lanka, etc., etc. Quelle est ma place maintenant en tant que personne qui en fait a de l'argent ou beaucoup plus que ma famille de naissance, etc., etc. Ça crée des questionnements et ça crée des choses qui peuvent nous perturber. Et je finis juste avec cet exemple que je donnais sur la couleur de l'adoption parce que c'est un exemple récent et c'est pour ça que j'avais été choquée. Donc c'est 2018, cette femme blanche vient me voir en me disant on vient d'avoir un apparentement avec un petit garçon noir et je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que mon mari a peur qu'en grandissant, notre fils se mette à vouloir fréquenter voilà des gens qui lui ressemblent et à avoir des mauvaises fréquentations. Et à ce moment-là, il y a moi, je suis noire, il y a 3 autres femmes noires et il y a cette femme blanche qui nous dit ça sans avoir conscience de la violence de ce qu'elle est en train de dire. Donc là, on se regarde entre les femmes noires en se disant, on a tout envie de lui sauter à la gorge et de dire, mais comment est-ce qu'on a pu te confier un enfant noir à toi? Et après, on se dit toutes dans nos têtes, oui, mais là, il y a un petit garçon noir qui est en danger, qui est élevé par ces personnes-là. Et si nous, on n'arrive pas à rapidement faire de la pédagogie à cette femme-là, qu'est-ce qui va lui arriver à ce garçon? Donc là, je prends tout le calme que j'ai été capable de garder à ce moment-là et je dis, vous vous rendez compte que partir du principe que fréquenter des personnes noires, c'est avoir de mauvaises fréquentations, c'est inculquer à votre enfant dès son plus jeune âge, qui doit avoir honte d'être noir, que les personnes noires font des mauvaises fréquentations et que donc vous, si c'était pas votre fils, vous considériez que les personnes noires ne sont pas à fréquenter. Je lui dis donc quand vous me dites ça, je sais déjà que vous n'avez pas de personnes noires dans votre entourage. Et donc là, il y a un très gros souci parce que vous n'auriez pas dû avoir un enfant noir dans votre famille si vous n'êtes pas capable de créer de l'empathie et du lien avec des personnes noires par vous-même, en fait. Et donc là, elle me dit, elle était un peu comme ça. Et donc, je lui dis là, si on était justement au Québec où on vous demande ça, on vous demande d'avoir au moins 1 ou 2 personnes de référence, vous auriez été forcé de vous poser la question en amont. Là, vous apprenez ça de ma bouche maintenant et l'enfant est déjà chez vous. Donc ça, c'est quelque chose d'inquiétant pour cet enfant-là. Et donc, je lui dis, bah, venez vivre à Saint-Denis. Moi, j'ai à Saint-Denis où il y a une très grosse population noire. Et la dame rigole et elle me dit, oh. Je dis, mais je plaisante pas du tout, en fait. Je dis, venez vivre dans un endroit où votre enfant pourra être entouré de noirs, puisqu'il n'y en a pas dans votre entourage. Au moins, il pourra se familiariser avec les cultures noires quand il va à l'école. Il pourra rencontrer des personnes noires avec qui il va grandir, etc. Je dis, c'était pas du tout une blague. Et je lui dis, ouais, si vous n'êtes pas capable de faire ça, essayez au moins de l'inscrire à des activités où il peut rencontrer d'autres noirs. Je lui dis donc, vous êtes en région parisienne, inscrivez-le à un club de basket. Et là, la dame, donc éduquée et qui se pense très ouverte d'esprit, me dit, oh, mais le basket pour les noirs, c'est pas un peu cliché? Et donc là, je lui dis,
L'information que vous devez retenir de ce que je vous ai dit, c'est que votre enfant doit fréquenter des Noirs. Vous devez tout de suite, vous aussi, faire en sorte de fréquenter des personnes noires. Et c'est le seul moyen pour que votre enfant ne vous déteste pas arrivé à l'adolescence. Parce que le jour où lui aura compris que vous considérez que les personnes noires sont des mauvaises fréquentations, c'est à vous qui va faire la guerre et il aura raison, en fait. Donc, je dis ça parce que le problème de ne pas avoir une politique unifiée d'éducation et de pédagogie à la question raciale en France, eh ben, ça donne ce genre de conséquences. Et ça, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 2 ans que j'ai eu cette conversation avec cette dame. Il y a 2 points vraiment importants. En passant, on a beaucoup de commentaires qui sont mis de l'avant, vraiment un débat passionnant, mais aussi une grille qui dit bravo pour avoir gardé le calme. J'aurais pas gardé mon calme. Mais le point aussi sur la question de la santé mentale, on touche encore que les personnes adoptées ont 4 fois plus de chances de faire une tentative. Puis aussi, c'est un enjeu qu'on parle d'intersectionnalité, on parle aussi d'un enjeu de la santé mentale qui est beaucoup joué. Et donc, Amandine, l'exemple que tu as donné, je veux juste le dire, là, puis par rapport au Québec, je sais pas si toi, Andréane ou Kimura, vous rejoignez, c'est un grain de sable, hein, parmi une plage, là. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Et oui, il y a la question qu'on veut rejoindre les parents. Oui, on veut apporter la question de avoir une connexion avec les communautés. Mais est-ce que les parents sont prêts à ça? Est-ce que les parents sont prêts à déconstruire des biais inconscients? Et si, je vais juste donner un exemple banal. Par exemple, ça se peut que les parents de peau blanche ne sont pas capables de s'occuper du cheveu noir de leurs enfants. C'est pas grave. Mais est-ce qu'ils en ont conscience? Puis est-ce qu'ils sont prêts aussi à être capables de savoir qu'ils ne savent pas et à qui s'approcher justement pour mieux se conscientiser là-dessus? Et certaines personnes vont dire que le cheveu est banal chez les enfants noirs, mais non, c'est plus que ça. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est l'enjeu des cheveux. Mais mesdames, on arrive bientôt vraiment à la fin de notre panel, mais j'aimerais ça savoir chacune d'entre vous, parce qu'on a parlé du bien-être, on a parlé du principe de sécurité, de l'enjeu politique. L'adoption continue encore. Il y a une autre génération qui arrive aussi, qui, eux, sont des enfants adoptés, bien sûr, en bas de 9 ans, mais on a aussi des adolescents adoptés. J'aimerais savoir, pour terminer, chacune d'entre vous, quelle serait notre manière de mieux favoriser le bien-être des générations qui arrivent, et puis comment mieux favoriser cette intégration et cette inclusion chez les personnes adoptées et chez les enfants. Si on peut commencer par toi, Kimura. Je dirais que qu'ils ne soient pas sous la tutelle unique et des parents adoptants, qu'ils osent aller parler à d'autres adoptés, à d'autres personnes de leur ethnicité ou culture d'origine. C'est pas parce que tu es asiatique que tous les asiatiques sont bien. Il faut avoir aussi c'est aussi une question d'expérience, mais minimiser les risques, évidemment. Je pense que les adoptés, on a cette chose en commun de devoir naviguer entre deux réalités. Et donc, il y a les Facebook, etc., qui sont quand même des endroits où on peut pas mal discuter. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi, c'est pas grave, mais écouter aussi les autres expériences. Je pense aussi les lectures, le cinéma, je sais pas très bien parce que ça me déçoit quand même un peu, mais bon, de voir peut-être des documentaires qui sont plus sur le sujet, pas juste spécialement l'adoption, mais la post-colonisation, les relations interraciales. Maintenant, il y a Netflix, il y a beaucoup plus. Par exemple, il y a le film, la série pour le moment sur Netflix, il s'appelle Grand Army, dont il y a la première fois un personnage de chinoise adopté dans une famille juive à Brooklyn. La représentation de son mental est représentée par une animation assez violente, mais c'est quelque chose dans laquelle moi je me retrouve quand j'ai grandi. En tout cas, je pense que c'est des choses comme ça, c'est qu'on peut se nourrir dans différentes plateformes et de ne pas avoir peur d'en parler, peut-être d'en parler aux personnes avec qui on risque d'avoir moins pas de conflit nécessairement, mais pourquoi aller se taper le mur contre quelque chose où la personne ne va même pas t'écouter? Donc, c'est ça. Oui, mais de prendre en compte sa réaction, mais de pas forcer la personne à essayer de te comprendre si elle n'est pas prête à vouloir faire un dialogue. C'est ça. Merci, Kimura. C'est pour toi, Andréane. Pour moi, dans mon cheminement, il y avait 2 choses qui étaient importantes. C'était développer ma conscience politique, puis ma fierté raciale.
Donc, c'est ce que je souhaiterais aux adoptés d'autres générations. Pour la fierté raciale, pour moi, ça a été de connaître mon pays d'origine, mais aussi d'entrer en contact avec la communauté culturelle au Québec, avec aussi la diaspora d'adoptés via les réseaux sociaux, qui est facile d'approche, qui est accessible. Il y a tellement de pages, puis on a une foule de ressources. Puis, pour la conscience, c'était ma visite à la librairie Racine, la librairie indépendante. J'ai trouvé formidable toutes les collections pour contes enfants. Il y avait des contes africains en langue autochtone, en langue sans traduction. Donc, produire du contenu culturel de qualité, je pense que ça passe par les productions culturelles d'abord. Merci. Pour toi, Amandine. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Kimura a aussi créé Adoptee Cultural Archives ou Archives culturelles des adoptés, qui est quand même un site méga utile si on veut se faire son éducation et justement avoir accès à des contenus créés par des adoptés dans toute forme d'art. Donc ça, c'est super utile. Et comme je vois, Cam, que tu as dit que tu voudrais peut-être partager des références, moi, j'avais créé une liste de ressources aussi, toujours avec Manu Alix Surprenant, où on avait mis en gros des associations d'adoptés, des ressources de livres, etc. Donc, je vais te le partager pour que tu puisses le partager aussi. Et donc, ce que je dirais, c'est que déjà, pour les nouvelles générations d'adoptés, les plus jeunes, vous avez de la chance parce qu'il y a Internet, parce qu'il se passe des conversations comme ça demande un peu de recherche. Mais moi, quand j'étais adolescente et adoptée dans mon petit village en région lyonnaise et que les deux seuls noirs du village, c'était mon frère et moi, j'avais plein de questions, puis j'avais personne à qui les poser. J'avais aucune possibilité de rencontrer une communauté d'adoptés, etc. Aujourd'hui, vous êtes une personne adoptée et jeune, vous allez sur Instagram, il y a plein de comptes de personnes adoptées. Je pense au compte Paye ton adoption, témoignage d'un adopté, être adopté. Je vais pas arriver à citer tout le monde de tête, mais je veux dire le fait qu'il y ait des comptes Instagram. Moi, j'ai toutes les conférences auxquelles j'ai participé ou que j'ai organisées autour de l'adoption, je les ai mises sur mon compte YouTube. Donc, si des gens s'intéressent à ces questions-là, c'est possible. C'est le compte avec mon nom et puis il y a plusieurs conférences sur l'adoption. On organise des événements. Quand il n'y a pas la pandémie, en présentiel, et quand il y a la pandémie, on fait ça sur les réseaux. Donc, je pense que le fait de pouvoir trouver des communautés, même virtuellement, des pages Facebook, adoptés du Brésil, il y a Ethiopia Wood BT aussi qui permet aux adoptés éthiopiens de se retrouver, de se poser des questions, en particulier par rapport au retour en Éthiopie. Le fait que toutes ces options-là soient ouvertes. Et qu'on puisse aussi, selon comment on aime se documenter. Est-ce qu'on préfère les vidéos? Est-ce qu'on préfère les podcasts? Est-ce qu'on préfère les livres? Est-ce qu'on a envie de rencontrer des gens? Ou est-ce qu'on a envie plutôt de suivre des conférences en ligne? Aujourd'hui, toutes ces choses sont relativement faciles à trouver à partir du moment où on tape un peu dans Google, vous suivez un ou deux comptes de personnes adoptées, vous allez pouvoir assez rapidement en cascade tomber sur d'autres informations et d'autres comptes à suivre. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, peut-être simplement que notre rôle, c'est de dire aux personnes adoptées que tout ce qu'elles ressentent est légitime. Je pense que justement, pendant très longtemps, le fait que les candidats à l'adoption, les parents adoptants, les agences d'adoption soient au centre de la narration sur l'adoption, ça a non seulement fait disparaître les personnes adoptées en tant qu'individus, c'est-à-dire aussi ayant des droits, des besoins, etc., mais ça a aussi rendu notre parole et notre expérience illégitimes. C'était très dur de dire qu'on allait mal, c'était très dur d'expliquer qu'on avait pu vivre des violences dans nos familles ou dans nos parcours, c'était très dur tout simplement de faire entendre un discours dissonant ou qu'il ne soit pas juste, on va dire, un peu naïf et monocorde sur ce qu'est l'adoption, mais de montrer ce que c'est dans toute sa complexité, que ça peut aussi être très beau, bien se passer, même si je n'aime pas du tout cette approche de est-ce qu'une adoption est réussie ou pas réussie, parce qu'on ne demande pas aux familles biologiques si leur famille est réussie ou pas réussie. Donc en fait, je vois pas pourquoi ça devrait être plus réussi dans ma famille que dans les autres familles. Et la famille, par définition, c'est généralement un endroit où c'est n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit moins n'importe quoi chez les adoptés que chez les non-adoptés. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais donc, du coup, juste de savoir ça, surtout pour les plus jeunes, vous êtes en colère, c'est OK. Vous êtes perdu, c'est OK. Si vous avez vraiment besoin d'aide, c'est OK de demander. C'est
c'est OK de pas vouloir partager ça avec vos familles adoptantes par moment et de le faire quand vous êtes prêts. C'est OK d'avoir envie de chercher sa famille d'origine. C'est OK de pas avoir envie de chercher sa famille d'origine. C'est OK de changer d'avis sur l'adoption et sur sa propre adoption, etc. Tout est valide. Ce qui est important, c'est que A, vous restiez en vie, et B, vous trouviez votre chemin pour vivre cette identité très complexe et très multiple qu'est celle d'être une personne adoptée, en particulier si vous êtes une personne non blanche, et encore plus si vous êtes une personne non blanche, queer, en situation de handicap, etc. Vraiment, votre premier job, entre guillemets, c'est de rester en vie et d'essayer de travailler tout ça pour le vivre le mieux possible. Et donc, si on arrive à donner cette force-là en disant que justement, voilà, Kimura et moi, on rentre dans le groupe des adoptés plus âgés qui permettent de faire des panels transgénérationnels. Et ben, on est là pour vous dire que c'est possible, qu'il faut vous accrocher et que voilà, vous pourrez être artiste ou faire ce que vous voulez. Mais voilà, surtout restez avec nous et n'hésitez pas à vous joindre à la discussion et au combat. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, Fanny. Alors moi, je dirais que pour les adolescents, effectivement, maintenant, l'accès à différents contenus est plus facile. Nous, même au niveau de la VDA, dans les différentes antennes, on organise des ateliers justement pour les adolescents afin d'exprimer plutôt de manière plus simple en musique ou en atelier d'écriture, en atelier théâtral, exprimer leurs émotions. Alors qu'avec des adultes, on va plutôt faire des groupes de parole, des débats et tout ça. C'est un peu plus compliqué avec des adolescents, juste de l'échange comme ça. Donc c'est mieux de leur faire s'exprimer, qu'ils puissent s'exprimer, mais de manière différente. Il faut aussi, je pense que c'est un tout. À partir du moment où les parents sont bien suivis et bien formés au moment de leur parcours d'agrément, de leur parcours d'adoption, que ensuite ces parents-là sont aussi bien suivis, parce que le suivi après l'adoption, c'est généralement nul. Enfin, il y a pas de suivi, c'est à partir du moment où l'enfant est arrivé, les parents sont livrés à eux-mêmes et ça se passe bien, ça se passe mal, comme Amandine le dit, mais dans les familles c'est du grand n'importe quoi et c'est aussi de la sphère privée. Pour des parents justement qui adoptent, ils pensent que si l'adoption est ratée ou si la relation avec leur enfant est mauvaise, donc ils vont encore plus se flageller que d'autres parents qui auraient des difficultés avec leurs propres enfants, puisque là ils se disent mon Dieu, c'est un enfant que j'ai attendu, c'est un enfant que j'ai voulu, c'est en plus un enfant qui a un passé difficile, donc ils vont pas de eux-mêmes chercher des ressources, donc ils vont tous se renfermer familialement dans les soucis. Et donc, du coup, le suivi aussi pendant tout le parcours de vie des parents et des enfants, c'est aussi important. Et je pense que si tout ça est plutôt bien fait, ça permet justement d'avoir des enfants, des personnes adoptées en bonne santé mentale. Où on se dit qu'au final, effectivement, avoir été adopté, c'est un projet comme un autre que de faire un enfant avec le premier gars venu ou n'importe quel projet où un enfant est arrivé au bout. Et du coup, ça permet aussi à l'enfant de vivre mieux son adoption, de vivre mieux, en plus le fait qu'on est adolescent, on a tous nos crises d'adolescence, donc si en plus il faut repenser au fait qu'on a été adopté, donc ça rajoute quelque chose en plus dans la crise d'adolescence. Et après, justement, trouver des personnes à qui parler, des ressources, se faire aider, des personnes, des professionnels, des associations, vraiment pouvoir laisser les adopter entre eux, déjà à l'âge de l'adolescence, pouvoir discuter et échanger et se permettre qu'ils ne se sentent pas seuls, comme justement, comme Amandine l'a dit, être la seule noire du village. Moi aussi, je l'ai été. Où il y avait que mon frère et moi qui étions noirs et ça a été ça pendant très longtemps. Moi, ma première amie noire, je l'ai eue à mes 18 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait que quand on est tout seul, on se pose des questions et tout ça. Et après, surtout quand on vient d'un autre pays ou d'une autre culture, moi, justement, pendant ma quête d'identité, j'ai beaucoup traîné avec des personnes des Antilles. Et là aussi, il y a aussi cette autre question où les gens des Antilles te disent,
physiquement, tu nous ressembles, t'es noir et en plus, tu viens d'Haïti, donc t'es proche de nous et culturellement, tu devrais être proche de nous. Et puis, au final, tu ne te ressens pas comme nous puisque de toute façon, tu as une éducation très blanche ou très française ou très tout cela. Pareil, tout ce qui est culturel et s'intéresser à tout ce qui est culturel, moi, ça m'est arrivé très sur le tard, vers mes 25 et 25 ans. Et du coup, c'est aussi, je pense, le fait que les parents soient éduqués au niveau de la culture de leurs enfants, s'ils peuvent transmettre ça, en plus de transmettre leurs valeurs familiales, comme n'importe quel parent peut puisse le faire, ça permet justement à l'enfant d'évoluer dans un milieu plus serein. Donc, je pense que pour être adolescent, adopté actuellement, c'est de vraiment prendre toutes les ressources et toutes les aides possibles. Et après, pour terminer, je pense que malheureusement, même si il y en aura moins, je pense aussi que certains adoptés auront peut-être à faire face à certains scandales, parce que quand je vois par exemple l'histoire d'Haïti et au moment du tremblement de terre en 2010 où beaucoup d'enfants ont été adoptés et ces enfants-là commencent maintenant à devenir des ados et à se poser des questions sur comment ils sont arrivés là, est-ce que vraiment leurs parents ont disparu pendant le tremblement ou quoi que ce soit, c'est aussi des choses qu'il va falloir être amené. Donc, il y a eu une certaine vague d'adoption illicite dans les années 80-90, mais je pense qu'il y a d'autres vagues qu'on n'a pas encore connaissance ou qu'on soupçonne l'existence qui va arriver, et peut-être que aussi le fait que nous, justement, notre génération se bat pour que ça se soit reconnu, si une nouvelle vague arrive, peut-être que là, ça pourra encore plus aider à la cause. Puis aussi cette importance-là de vraiment se réunir entre personnes adoptées, puis comme on dit, vraiment se réapproprier la narration, donc être capable de créer un espace pour que notre histoire puisse être à nous, mais qu'on puisse aussi avoir cet esprit critique, comme on vient de faire. Kimura, Andréane, Amandine, Fanny, merci beaucoup pour ce panel. Un gros merci. Je crois qu'on a beaucoup touché plusieurs sujets. J'espère que notre prochain panel, on pourra se revoir pour parler de la question de la santé mentale. Il faut que c'est un enjeu qui est très mis de l'avant. Le mois des adoptés continue. Je vous souhaite un super bon mois des adoptés. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés pour avoir échangé avec nous. Et plus tard, on va vous donner nos suggestions de livres, de podcasts, de films que vous voulez regarder. Merci beaucoup encore et encore un bon mois des adoptés.